On a mis 10 ans à arriver à un encours sous gestion de 55 millions. Aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes, principalement à Paris, boulevard Haussmann, où on a notre siège social, et puis avec des bureaux depuis quelques mois à Toulouse, et une équipe à Bruxelles et au Luxembourg. Et on gère environ 1,5 milliard d'encours sous gestion. Nous remercions les partenaires pour cet épisode, Madines, le média de référence sur l'économie de demain, et BNP Paribas Asset Management, leader mondial de la gestion d'actifs. Engagé en faveur d'investissements responsables, BNP Paribas Asset Management offre une gamme variée d'ETF, accessibles sur Shares et Shares Pro, pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers et conseillers en gestion de patrimoine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cash Cash, ce format de podcast qui révèle l'entrepreneur derrière le conseiller en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir 2 personnes devant moi qui vont se présenter juste après. Sandrine et Cédric Jeunet, bienvenue à vous. Merci, bonjour Merci, Guillaume. bonjour Guillaume. Je suis ravi de vous accueillir. Vous allez nous partager un petit peu qui vous êtes, votre parcours, votre long parcours dans le monde du conseil en gestion de patrimoine et famille aussi. Vous êtes tous les deux cofondateurs de Cara Capital, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, et de Edon Family Office, qui est, je crois, à Paris, Bruxelles et Luxembourg. Exact. Ok. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour ceux qui peut-être vous connaissent, parce qu'ils vous ont peut-être déjà vu à la télé ou autre, mais nous expliquer un petit peu qui vous êtes et que sont Cara Capital et Edon Family Office, et presque quelle est la différence en fait entre les deux? Je démarre. Donc Sandrine Jeunet, j'ai créé avec Cédric, qui est donc mon mari et mon associé, Cara Capital il y a maintenant 18 ans. Okay. Moi, je venais d'un parcours du marketing qui m'a amenée en banque, donc marketing bancaire, puis gestion de patrimoine en banque privée au sein de BNP Paribas. Okay. Et donc j'ai découvert ce métier au sein de la banque, métier que j'ai absolument adoré faire, adoré accompagner les clients, mais j'avais besoin d'un autre environnement pour l'exercer. Et donc ça m'a amené à la création de ce cabinet il y a 18 ans. Okay. Voilà, je vais peut-être laisser Cédric se présenter et puis après on décrira un peu plus l'entreprise. Avec plaisir. Donc Cédric Jeunet. Moi, avant de démarrer Cara Capital, l'aventure Cara Capital, j'ai fait différents métiers. Je suis passé un peu par la banque, un peu par le cost killing, où j'ai rencontré des chefs d'entreprise en leur expliquant qu'ils ne géraient pas bien leur boîte. Et qu'il fallait baisser les charges. Du haut de mes 20 et quelques années. Mais très vite, je suis venu à la gestion de patrimoine, qui était une vraie ambition pour moi. J'avais vraiment envie de faire ça. Ok, depuis le début, depuis la fin des études ou... J'avais vraiment... En fait, j'ai beaucoup envisagé de faire de l'expertise comptable, et très vite, je me suis dit que juste manipuler les chiffres ne m'intéressait pas, mais manipuler les chiffres au service de quelque chose, et en l'occurrence la structuration d'un patrimoine et accompagner un chef d'entreprise. J'avais vraiment cette envie d'accompagner les chefs d'entreprise depuis le début. Eh bien, ça m'a conduit directement à la gestion de patrimoine. Et puis, effectivement, en 2006, avec Sandrine, quelques mois après notre mariage, on a décidé de monter Cara Capital. Donc Cara Capital, vous aviez déjà une expérience avant en conseil en gestion de patrimoine, ce que j'entends en marketing au sein de banque privée BNP, cost killing, je sais pas où, dans quelle banque ou autre, ou est-ce que vous aviez déjà conseillé avant dans une autre structure? Oui. Ouais, okay. En fait, après la banque, moi je suis rentrée dans un cabinet qui se créait, et dans lequel on s'est rencontrés avec Cédric. Et donc, on a accompagné beaucoup de professions libérales de santé notamment, sur la structuration juridique de leur activité. À l'époque, on faisait des sociétés d'exercice libéral. Je ne sais pas si tu connais... SEL. Voilà, SEL, des CELARL. Et donc, on s'est rencontrés dans une société dans laquelle on travaillait tous les deux. Okay. Et on avait donc une expérience, moi en banque et en cabinet, et Cédric en cabinet, quand on a créé Cara. Donc, on avait une idée quand même assez précise de ce qu'on avait envie de faire et de la façon dont on envisageait notre métier, qui, depuis le début, a été très tourné vers l'accompagnement des clients, avec une vision qui était résolument tournée vers le conseil. Donc on a toujours considéré que notre métier, c'était avant tout un métier de conseil, et ensuite un métier d'intermédiation, mais pas dans le sens inverse, c'est-à-dire on n'a jamais démarré par le produit, mais toujours par les gens qu'on rencontrait, où ils en étaient dans leur vie, quels étaient leurs projets, quels étaient leurs moyens pour mettre en œuvre leurs projets, quelles étaient les difficultés, et notre rôle, c'était de les accompagner.
Et tout ça tourné vers l'entrepreneur au sens large, la profession libérale étant un entrepreneur. On a très tôt compris que la structuration d'un patrimoine pour un entrepreneur, elle démarre par la structuration de son système de rémunération, de son activité, de son épargne entreprise et autres. Et donc on a beaucoup travaillé l'entreprise pour ensuite travailler le patrimoine personnel. C'est un peu en cascade en fait, c'est le patrimoine pro, comment on optimise ça pour après tranquillement développer son patrimoine personnel. Exactement, et en fait on se rendait compte à l'époque que sur le marché, beaucoup s'occupaient du patrimoine personnel et très peu du patrimoine professionnel. Et donc on a trouvé notre place assez facilement à ce niveau-là. À l'époque où Nicolas Sarkozy disait « travailler plus pour gagner plus », si j'ai bonne mémoire, nous on disait « il ne fallait pas travailler plus, mais il faut qu'au bout du compte, on gagne plus quand même ». Donc il y avait un vrai travail d'optimisation en amont de la fiscalité personnelle pour pouvoir améliorer les conditions de vie et puis aussi la protection de l'environnement. On a quelque chose de très fort dans notre ADN qui est tourné autour de la protection de l'environnement du dirigeant. On vit dans un pays qui sécurise énormément les salariés. Je pense que tous ceux qui ont été salariés ou qui sont salariés aujourd'hui, peut-être s'en rendent pas trop compte. Je pense qu'on s'en rend compte que quand on a basculé du côté entrepreneur et qu'on voit qu'il y a effectivement deux salles, deux ambiances. Exactement. Et c'est vrai que nous, on a vraiment beaucoup d'affection pour les entrepreneurs parce que c'est un chemin qu'on a parcouru nous-mêmes, de passer du salarié à l'entrepreneuriat, avec très peu de protection au moment où on l'a fait. Et de ce fait, on aime bien assurer un espèce de cercle de protection autour des clients entrepreneurs qu'on accompagne pour s'assurer qu'on crée autour d'eux des conditions qui vont leur permettre de développer leur business et leur entreprise et d'être focus là-dessus sans avoir d'inquiétude ou le moins possible sur qu'est-ce qui se passe si jamais je suis malade, il m'arrive quelque chose, quid de ma retraite, etc., etc. Donc ça a été aussi quelque chose de très structurant dans la façon dont on a développé l'entreprise. Et vous, très tôt, vous avez voulu et souhaité adresser cette cible du dirigeant, du fait de votre expérience passée dans ce cabinet, c'est ça? Très rapidement, ça a été votre cible, les entrepreneurs. Oui, on a été très focus sur l'entrepreneur. Ça ne veut pas dire que 100% de nos clients sont des entrepreneurs, mais une très 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 grande majorité. Et puis... au fur et à mesure que l'entreprise a avancé et s'est structurée, on a adressé différents types d'entrepreneurs. On a commencé effectivement par les professions libérales de santé, puisque c'était notre clientèle historique. Et donc, quand on a démarré Cara Capital, en partant de zéro, on connaissait bien la profession libérale, donc forcément, on les a accompagnés. Et puis après, on s'est intéressé à tout type d'entrepreneurs. Dans les années 2016-2017, au moment où on a décidé d'accélérer le développement de l'entreprise, dans le cadre de recrutement, moi j'ai transmis tous mes clients pour repartir de zéro vers une clientèle d'entrepreneurs, plutôt jeunes entrepreneurs de la tech par exemple, ce qui aura conduit ensuite à la création du multifamily office, mais j'imagine qu'on va y revenir. Voilà, donc on a aujourd'hui tout le spectre d'accompagnement du chef d'entreprise, de l'entrepreneur individuel, consultant après de nombreuses années en tant que salarié, jusqu'aux dirigeants d'entreprise de TPE, PME, qui a jusqu'à 5000 salariés. Et ce qui est très important, je pense aussi de dire, c'est que nous, notre conviction, c'est que les entrepreneurs, quel que soit le stade de leur entreprise ou de leur activité, ont besoin de conseils et d'accompagnement. Bien sûr. Alors qu'au départ, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Quand tu montes ta boîte, en règle générale, ça n'a quand même pas grand-chose. C'est plutôt les sujets qui passent après, en fait. On se dira, on verra plus tard. Et puis, tu intéresses personne, en fait. Tu n'intéresses pas les banques, parce qu'il n'y a pas de capital, il n'y a pas de placement. Voilà. Et nous, on a vraiment fait un focus important aussi sur ces clients, sur ces entrepreneurs qui étaient au démarrage de leur histoire, vraiment très early stage, et qui nous étaient souvent référés par des experts comptables ou des gens comme ça qui savaient qu'on aimait bien accompagner ces clients-là. Donc, comme il n'y avait pas de patrimoine à travailler, on facturait des honoraires, mais ça leur permettait de faire les bons choix de structure, de mode de rémunération, parfois sur des détails de comptabilité ou des choses comme ça où on arrivait à apporter de la valeur ajoutée. Et donc, on a des clients qu'on a accompagnés pendant parfois 10 ans sans qu'il y ait de patrimoine, que sur du conseil, mais voilà, avec l'idée de se dire que c'était des gens qu'on avait envie d'accompagner sur
toute leur histoire, en fait, et de construire avec eux quelque chose de solide dans le temps. C'est ce qui nous a amené à nous intéresser aussi aux levées de fonds, donc les accompagner au moment où il y avait besoin de capitaux pour développer les entreprises, et donc rencontrer l'écosystème des business angels, l'écosystème des fonds d'investissement, voilà, et puis ensuite accompagner les clients à investir eux-mêmes dans ces fonds d'investissement. Enfin bref, on a fait tout un parcours autour du chef d'entreprise qui nous a permis au fur et à mesure de structurer bien sûr l'entreprise, mais aussi une offre complète d'accompagnement pour le chef d'entreprise. On va dire du début jusqu'à la fin, voire même jusqu'à la transmission, j'imagine. Exactement, jusqu'à la transmission. Toutes les phases de vie en fait d'un entrepreneur. Enfin de son propre patrimoine quand il le réalise. Ok. Et donc quand vous démarrez Cara Capital il y a 18 ans, comment vous démarrez? Comment vous allez chercher vos premiers clients? Parce que c'est souvent un sujet pour des CGP qui aujourd'hui se reconvertissent, démarrent ou partent de la banque privée pour devenir indépendants. Comment on va chercher ses premiers clients? On démarre dans le dur, en réalité, parce qu'avec Cédric, on est issu d'un cabinet dans lequel on s'est rencontrés, dans lequel on a eu une aventure entrepreneuriale un peu difficile, puisque on était en désaccord avec nos associés, on est partis tous les deux, et on s'est rendu compte en partant que nos cotisations sociales n'avaient pas été réglées par nos associés. Donc on a démarré avec des dettes, sans clients, on venait de se marier, on venait d'acheter un appartement, 3 enfants, et on s'est dit, vous n'aviez pas cotisé pour la retraite, on va retrousser nos manches, et en fait... moi, je trouve que c'est une belle histoire parce qu'au final, ça prouve qu'avec beaucoup de travail et d'envie, en fait, tout est possible dans nos métiers. On n'est pas dans des métiers d'investissement. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent sur la table mais il y a besoin pour démarrer. Il y a besoin temps. De mettre beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, en fait, on avait, dans le cabinet où on s'était rencontrés, on avait été amené à travailler avec des experts comptables, avec des avocats, enfin, avec un écosystème de conseils qu'on est retourné voir en leur disant... voilà, vous nous connaissez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. On crée notre cabinet, aidez-nous et envoyez-nous vos clients. Voilà, et puis ça s'est fait petit à petit. C'est très long. On a mis, je pense, 10 ans à arriver à un encours sous gestion. Alors je le dis parce que je trouve que c'est très important de le dire. On a mis 10 ans à arriver à un encours sous gestion de 55 millions. Aujourd'hui, ça paraît tout petit. Mais ça dépend de quel point de vue, mais effectivement. Mais quand on travaille avec des clients... qui sont des professions libérales, qui n'ont pas des montants énormes à investir, c'est un travail qui prend du temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, quelquefois, on a tendance à imaginer que les choses, elles sont faciles, elles se font vite, et on va avoir une trajectoire fulgurante. Et en réalité, c'est long de construire une activité et une entreprise solide et pérenne. Et donc, voilà, on a démarré... on va dire vraiment dans le dur, et puis on a eu la crise de 2008 qui est arrivée quand même effectivement, 15 mois après. Après le démarrage de votre cabinet. Voilà, histoire de rajouter un peu de fun dans l'aventure. Donc ça a été beaucoup de travail, mais aussi une aventure extrêmement enthousiasmante, et c'était beaucoup de liberté. C'était beaucoup de liberté. Je pense qu'on entreprend aussi un peu pour ça, pour faire peut-être vivre à l'intérieur d'un projet professionnel ses valeurs et en fait la manière dont on veut l'exercer, qui peut être différente la manière qu'exerce le voisin. Et créer un projet qui nous ressemble. En fait, l'objectif il est là. Alors c'est vrai qu'on a pris un peu de retard dans le développement de l'entreprise parce que 2008, même si on est peu impactée en tant qu'activité puisqu'elle vient de démarrer. En revanche, il y a un immobilisme en 2008 qui est effrayant et donc en fait c'est une année quasi blanche en termes de développement. Donc on a pris du retard. Il nous a fallu 5 ans pour considérer que l'entreprise était vraiment assise. D'ailleurs, on est restés tous les deux pendant ces 5 premières années. Puis après, on a commencé à recruter. Donc vous avez démarré tous les deux pendant 5 ans, le temps de démarrer la machine. Et de considérer que l'entreprise était stable, saine, que nos dettes étaient remboursées, que la famille était stabilisée. Pour accueillir des collaborateurs et envisager la deuxième phase de développement. Exactement. Donc là, on est rentré dans une deuxième phase de structuration et de développement jusqu'en 2016. Et puis en 2016, on décide vraiment d'accélérer. Donc là, on recrute beaucoup plus significativement. On se fait accompagner, ça c'est important de le dire aussi, on s'est fait accompagner par un coach d'entrepreneur qui nous a accompagnés pendant plusieurs années, justement pour voir comment on passe de l'artisanat à l'entreprise sans se dénigrer, sans perdre son ADN, sans perdre cette volonté d'être avant tout dans le conseil et non pas dans la vente de produits. C'est un peu le problème de l'activité de CGP, c'est qu'on peut vite dévier. Mais nous, on était très attachés à cette logique de conseil et de continuer à faire grandir nos clients entrepreneurs et en avoir de plus en plus à accompagner. Donc on s'est fait accompagner pour bien structurer l'entreprise. Et puis la dernière étape, c'est 2021, avec l'entrée d'un fonds d'investissement
investissement au capital. On avait fini notre étape de structuration. Il fallait passer à une autre étape. Okay. On avait commencé à faire quelques petites croissances externes, mais pour accélérer et être en capacité vraiment de rentrer dans le marché de la croissance externe, il nous fallait les mêmes moyens que nos camarades concurrents, puisque c'est ainsi qu'on s'appelle dans ce monde-là. Et donc, il nous fallait un fonds d'investissement au capital, et c'est arrivé fin 2021. Ok, donc son rôle à lui, c'est de vous accompagner sur la croissance externe pour acquérir des cabinets. Le rôle d'un fonds d'investissement, quand il rentre dans une entreprise, c'est d'aider l'entreprise à croître et à continuer à se structurer. C'est sa mission numéro 1. Ils disent souvent d'ailleurs que l'objectif, c'est de rendre l'entreprise plus séduisante quand ils sortent que quand ils sont rentrés. Ce qui est assez juste. Et en fait, nous, on n'avait pas terminé notre phase de structuration. Et donc, on a mis en place une direction administrative et financière, ce genre de choses. Et puis, effectivement, ils ont, de par leurs moyens et de par leur expertise et leur expérience, une faculté réelle à nous aider en termes de croissance externe, entre l'analyse des modèles qu'on voudrait nous voir rejoindre, et sachant que nous, on n'est pas des consolidateurs à tout prix du marché. Ce qui nous intéresse, c'est que des gens qui ont la même philosophie que nous, le même ADN que nous, puissent nous rejoindre dans de bonnes conditions. Et dans de bonnes conditions, compte tenu du marché, c'est avoir les moyens de les recevoir, avoir les moyens de les accueillir et de structurer l'entreprise et le nouveau projet, puisqu'il y a toujours une logique de fusion, avec eux. Et ça, c'est vrai que l'apport d'un fonds d'investissement, d'un fonds de private equity, est un gros plus pour mettre en place ces systèmes-là. Donc, Cara Capital, pour mettre un petit peu en perspective là, tout ce que vous racontez, Cara Capital, 18 ans, vous mettez 10 ans, vous restez à 2 pendant 5 ans, vous commencez à embaucher, vous mettez 10 ans à atteindre 55 millions d'encours sous gestion. Aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs dans Cara Capital et vous avez combien à peu près d'encours sous gestion? Aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes, donc principalement à Paris, boulevard Haussmann, où on a notre siège social, et puis avec des bureaux depuis quelques mois à Toulouse, une équipe à Toulouse et une équipe à Bruxelles et au Luxembourg. Et on gère environ 1,5 milliard d'encours sous gestion. La moitié étant gérée dans la partie gestion privée, sous la marque Cara Capital, et l'autre moitié dans la partie Family Office, sous la marque Eden Family Office. Et alors, le choix justement de Eden Family Office, quelle est la différence en fait entre Cara Capital, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, et ce multi-family office, Eden Family Office? Alors, on a fait le choix, je vais démarrer, puis je laisserai Cédric rentrer plus sur les différences dans le métier. Mais en fait, on est venu, nous, petit à petit, à cet univers du multifamily office parce qu'on a accompagné des clients dont les besoins ont évolué. Et donc, notre métier, c'est de nous adapter aux besoins de nos clients et de créer l'offre dont ils ont besoin. Donc, ça s'est fait très naturellement pour nous. Mais on s'est rendu compte assez vite qu'en termes de communication et d'image, il y avait quelque chose qui était un peu brouillé entre qu'est-ce que c'est qu'un CGP, qu'est-ce que c'est qu'un multifamily office, puis on aime bien mettre les gens dans des cases. Justement, comment on pourrait dire, c'est quoi la différence entre un CGP et un multifamily office? Pour moi, c'est son client, mais peut-être Cédric, tu veux détailler ça? Oui, en fait, il y a plusieurs... Parce que je trouve on peut souvent se perdre en fait dans le terme entre family office, CGP... Oui, il y a beaucoup de marketing. Il y a beaucoup de marketing. Il y a plusieurs façons de le définir. Il y a de définir la différence. Il y a un débat... j'ai envie de dire vieux comme le monde, mais comme le métier est assez récent, il n'est pas si vieux que ça ce débat, mais il y a un débat qui dit le CGP est rémunéré par rétrocession et le multifamily office est rémunéré par honoraire. Donc ça, c'est sur le statut du conseil au sens de la directive MIF 2. Déjà, c'est un faux débat. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les CGP qui sont rémunérés par honoraire et vous avez des multifamily office qui sont rémunérés par rétrocession. Donc c'est pas... Je veux bien qu'on dise que c'est un outil de différenciation, peut-être, mais c'est clairement pas une définition. Le vrai sujet, il est dans le client, dans le profil, la typologie du client. Et la deuxième différence, elle est dans le niveau de service. Au niveau du profil du client, pour être accompagné par un multifamily office, il faut quand même déjà avoir réalisé et avoir un volume de patrimoine conséquent. Un multifamily office peut coûter très cher si vous allez le voir alors que vous avez un patrimoine qui n'est pas du tout à la hauteur du service qu'il va vous apporter. Et ce serait quoi? Il y aurait, bon, j'imagine, il n'y a pas une frontière ou une limite fixe, alors, mais en ordre de grandeur. Tout le monde définit un peu sa barrière. Chez nous, elle est de 10 millions d'euros d'actifs sur lesquels on travaille. Et pour les familles qui n'ont pas d'actifs financiers sur lesquels on peut travailler, mais qui ont un patrimoine à gérer, immobilier, on travaille plutôt à partir de 25 millions d'euros de patrimoine qu'on va gérer de A à Z. Au niveau du service, bien sûr, il y a une logique de
complexité dans la profondeur d'investissement, puisque à partir du moment où vous avez 20, 30, 50, 100, 150 millions d'euros à investir, vous imaginez bien que vous allez créer des solutions d'investissement qui sont bien différentes quand vous avez 500 000 euros. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment la disponibilité et la réactivité que demandent ces clients-là. C'est vrai en termes de disponibilité immédiate. C'est les gens qui ont des projets tous les jours. Il se passe quelque chose tous les jours. Ils investissent dans une société, ils achètent un bien, ils transmettent quelque chose, ils font un crédit, un produit arrive à échéance, etc. Attendre une semaine ou 10 jours le prochain rendez-vous, c'est... Tous les jours, il se passe quelque chose. Donc, il faut vraiment une équipe dédiée à 3-4 clients. Nous, aujourd'hui, au sein de Eden Family Office, à Paris, chaque équipe de 2, donc déjà, ils sont 2 pour suivre chaque client, et chaque équipe de 2 va suivre 4 à 5 clients maximum. Okay. Donc 2 personnes pour 5 clients, vous imaginez le niveau de service et le niveau de disponibilité qu'il faut avoir. Ensuite, il y a toute la problématique du reporting, puisque quand vous avez 100 millions, vous en avez mis partout. Et donc en fait, pour consolider le reporting, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement lourd. Nous, aujourd'hui, chaque mois, entre le 1er et le 10 de chaque mois, les équipes ne font quasiment que du reporting. Bien sûr, elles suivent aussi... reporting mensuel. Exactement. Bien sûr, elles suivent aussi les opérations quotidiennes, mais elles sont très focus sur la préparation du reporting, qui, malheureusement, il n'y a pas d'outil miracle qui a permis aujourd'hui. Les agrégateurs... il y a une accumulation d'outils qui permet d'aller un peu plus vite, mais il n'y a jamais ce dont on a besoin. Voilà, donc nous, on travaille aujourd'hui à des sujets internes, de dataware interne, pour essayer peut-être demain, avec quelques briques de robots d'intelligence artificielle, d'essayer d'automatiser certaines choses, mais je pense qu'il nous faudra du temps pour arriver à l'outil parfait qui travaille tout seul. Peut-être même probablement n'y arriverons-nous jamais. Donc on a ces services-là. On a des clients pour lesquels le courrier arrive chez nous, on l'ouvre et on le traite. Voilà, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Donc c'est très différent de ce que fait évidemment l'activité de CGP traditionnelle et même chez nous. Même si on a toujours voulu avoir une activité de conseil en gestion de patrimoine 360 degrés, on aime bien quand un client achète un bien immobilier, aller avec lui chez le notaire. Voilà, on aime bien être présent, on aime bien au moment de la remise du bilan par l'expert comptable, être présent pour vérifier que l'arbitrage rémunération-dividende qu'on a préconisé était le bon et que pour l'année suivante, il faut le conserver. Donc déjà, notre activité de gestion privée a toujours été très proche et très disponible pour ses clients, et là aussi on travaille en binôme d'ailleurs, mais c'est vrai que le multifamily office, il a fallu créer un nouveau service pour une clientèle qui avait un besoin différent. Et puis ensuite, on a voulu donner un autre nom, une autre marque. Il y a 2 raisons. La première, c'est que le monde du multifamily office est très concurrentiel, ce qui n'est pas forcément vrai de la gestion de patrimoine, et que donc il fallait vraiment s'afficher comme un vrai multifamily office. Et avoir l'étiquette, et d'être bien identifié. Eden Family Office a été créé avec cette logique-là. Et puis, c'est tombé au moment où on a fait l'acquisition à Bruxelles, qui est une activité de multifamily office depuis toujours. Et donc, c'était logique de remettre et Paris et Bruxelles sous un même nom. C'était le moment de créer une nouvelle marque. Donc c'est comme ça qu'on a fait les choses. On ressent quand on vous entend l'importance des valeurs qui sont les vôtres dans votre métier, l'accompagnement client, etc. Quand on fait de la croissance externe, qu'on va acquérir d'autres cabinets qui ont peut-être d'autres valeurs ou une manière de fonctionner un peu différente, comment on fait pour faire vivre ces valeurs et comment les transmettre en fait aux équipes? Alors, je ne sais pas si ça se transmet. En fait, déjà dans la sélection des gens avec qui on travaille, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix des 2 côtés. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais eu une approche massive de croissance externe. Je pense que depuis l'entrée du fonds d'investissement au capital fin 2021, j'ai dû regarder une centaine de dossiers, puisqu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui se sont vendues ou qui ont été mises sur le marché. Et on a peut-être fait une dizaine d'offres pour finaliser 5 acquisitions. Donc, on est, nous, très sélectifs au départ sur le fait de travailler avec des gens qui nous ressemblent. En fait, ce n'est pas forcément qui nous ressemblent, mais qui ont une vision du métier de l'accompagnement des clients, qui est proche de la nôtre, et qui n'est pas que dans la façon dont les dirigeants présentent leur entreprise, mais qu'on retrouve aussi derrière dans les chiffres et concrètement dans la façon de travailler. Le choix des produits qu'ils sélectionnent, le choix des marges qu'ils intègrent dans leur pricing. Il y a tout un tas de choses qui nous permettent de voir vraiment comment ça se concrétise en fait réellement dans leur métier. Vous allez les rencontrer sur le terrain plusieurs fois. On a accès à leurs données, on les rencontre.
Et c'est souvent en fait des rencontres qui font derrière la croissance externe. Donc ça, je dirais, c'est sur la partie en amont et pré-acquisition. Après, c'est un travail de management, c'est un travail d'accompagner des équipes. Donc je ne sais pas s'il y a une recette miracle, à part l'attention qu'on porte aux collaborateurs, à part des méthodes de travail qui sont chez nous très collaboratives, avec des groupes de travail dans lesquels, d'ailleurs, ni Cédric ni moi, souvent ne sommes, sur des sujets qui peuvent être des sujets d'allocation d'actifs, des sujets d'onboarding client, des sujets RSE. Là, typiquement, on a un sujet, puisqu'on veut chercher un label en 2025. On a décidé d'aller démarrer un parcours pour être labellisé Bicorp. Donc ça, c'est des sujets qui vont être travaillés par plusieurs personnes des équipes, potentiellement de l'équipe historique de Cara, mais aussi des personnes qui nous ont rejoints plus récemment. Donc c'est pas nécessairement porté par vous, mais c'est porté par les équipes et vous faites partie du processus. On aime beaucoup la coopération et le fait de travailler de façon collaborative avec tout le monde. Et on a une croyance qui est que les gens qui travaillent chez nous, les gens qui font ce métier, souvent sont des gens qui ont un idéal assez élevé, qui sont vraiment dans l'envie d'accompagner les clients, d'apporter du conseil. Et donc, on essaye de mettre en place une organisation qui leur permet de vraiment pouvoir faire ça et de faire émerger leurs bonnes idées. Après, c'est pas évident, deux entreprises qui se rejoignent, souvent il y en a une qui est plus grosse, une qui est plus petite, il faut trouver sa place. Et donc, c'est quelque chose qui se fait dans le temps et je crois qu'il faut souvent 1 an pour que les gens se sentent vraiment intégrés. Voilà. Alors, on fait des business reviews tous les trimestres pour que les gens puissent suivre où en est l'entreprise, où en sont les différents projets. On fait des séminaires ou des événements comme ça où tout le monde se regroupe en un même lieu. Parce que c'est vrai que c'est aussi différent d'être qu'à Paris ou d'avoir des bureaux en province ou à l'étranger. Et donc, il faut aussi absolument faire vivre un esprit d'équipe. Voilà, donc ça, c'est un travail quotidien, mais qui est extrêmement enthousiasmant parce qu'on est dans des métiers qui sont des métiers d'hommes, avant tout. On n'est pas dans l'industrie. Donc, c'est très important que tout le monde soit aligné et ait une vision de ce qu'on a envie de faire, et puis après que chacun puisse le faire aussi avec qui il est. L'idée n'est pas non plus d'avoir des clones, mais plutôt que les gens puissent exprimer aussi leur personnalité, leur savoir-faire, mais qu'on le fasse avec un objectif commun qui est de mieux accompagner nos clients. C'est tout l'intérêt du travail sous format projet où chacun va apporter qui il est. Bien sûr, il y a le filtre de départ qui est important, puisque c'est à nous de ne pas nous tromper aussi sur les valeurs que vont véhiculer les personnes qui vont nous rejoindre dans l'entreprise, mais cette logique de projet où nous, on va intervenir avec les autres membres qui partagent la direction de l'entreprise avec nous, puisque on ne la partage plus que tous les 2 désormais, on est plutôt 5 à vraiment diriger l'entreprise. Mais une fois qu'on a pris les décisions stratégiques, et typiquement cette logique de label, ça va être embrassé par l'équipe et quelques membres qui vont lever la main en disant « moi ça m'intéresse, je veux participer au projet » et c'est l'équipe qui va l'embarquer. Et c'est vrai que cette logique de co-construction qu'on a mis en place très tôt dans l'entreprise, je parlais des différentes étapes tout à l'heure, c'est vers 2016 qu'on est vraiment rentré dans cette logique de projet, on crée des petits groupes, projet par projet. Ça a été le guide pratique de l'onboarding d'un client jusqu'à effectivement aujourd'hui ces logiques d'intégration des membres de nouvelles équipes dans le cadre de croissance externe. Donc on a couvert un peu tous les sujets avec ce type de projet. Finalement, les membres de l'entreprise se sentent pleinement dans l'entreprise, ils font partie de l'entreprise, elle leur appartient. Ils sont des acteurs, c'est pas simplement je viens gagner ma croûte au travail. Ils participent activement, et puis il y a un autre élément qui est non négligeable, c'est que quand on a fait rentrer le fonds d'investissement en 2021, tous ceux qui avaient plus d'1 an d'ancienneté à l'époque, on leur a proposé de devenir associés, ils ont tous accepté, ils sont tous devenus associés. Et donc aujourd'hui, on a à peu près les 2/3 de l'équipe qui sont associés au capital de l'entreprise. Donc quand je dis c'est leur entreprise, je parlais du fait de prendre en main et de s'accaparer la vie de l'entreprise, mais c'est vrai aussi capitalistiquement parlant. Puis en observant de l'extérieur le parcours, on a l'impression qu'il y a un vrai point d'inflexion en ce 2016, ce choix peut-être de se structurer de manière collaborative, de se développer. Et puis d'un seul coup, quand tu disais Sandrine, qu'on passe de 0 à 55 millions en 10 ans et que là aujourd'hui on entend 1,5 milliard, c'est ça ? 1,5 milliard sous gestion en
moins de 10 ans, du coup. Oui, c'est assez impressionnant. C'est un bel exemple de la mécanique des intérêts composés, mais là, pour le coup, vous utilisez aussi toute l'énergie des humains. Vous avez presque basculé de métier, non, entre conseiller en gestion de patrimoine qui a accompagné des clients jusqu'à aujourd'hui vraiment chef d'entreprise qui doivent être managers aussi avant tout et inculquer la vision à tous les collaborateurs. Oui, c'est un nouveau métier. Moi, j'ai trouvé que c'était absolument passionnant comme parcours parce que finalement, on n'était pas vraiment formés à la direction d'entreprise. On a fait tous les deux une école de commerce, donc on avait quand même des bases sur un certain nombre de sujets. Mais derrière, on était vraiment des techniciens de nos métiers avec une complémentarité. Cédric très financier, moi plutôt juridique et fiscal. Mais le métier de dirigeant, on ne le connaissait pas. Et je trouve qu'on a eu un accompagnement formidable avec ce coach avec qui on a travaillé pendant plusieurs années, qui nous a appris, qui nous a aidé à poser les bases de quel type de dirigeant on avait envie d'être, comment on avait envie de construire. Et voilà, et c'est absolument passionnant de porter le développement d'une entreprise par le biais de la croissance organique, par le biais de la croissance externe, avec des projets qui sont des projets dans un univers où il y a énormément de choses à faire. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de différent. Alors, quand même, alors Cédric, aujourd'hui, a toujours des clients qui l'accompagnent sur la partie family office. Et moi, si j'ai plus de clients dans le suivi au quotidien, je continue néanmoins d'échanger avec les nouveaux clients qui arrivent et souvent par le biais d'un échange téléphonique d'une demi-heure, de faire connaissance avec eux, de comprendre quels sont leurs besoins, de leur expliquer un peu qui nous sommes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui reste très important pour moi, de ne pas perdre non plus le fil avec ce dont ont besoin en fait les gens qui viennent vers nous. Et finalement, comment on peut les aider? Parce qu'il faut faire attention aussi de ne pas s'éloigner trop finalement du métier, que j'aime profondément en plus. Donc ça me nourrit aussi beaucoup finalement de pouvoir continuer à échanger avec les clients par ce biais-là ou par le biais de soirées clients qu'on fait de temps en temps. C'est indispensable et puis même nous, on en a besoin en fait. Oui. On a besoin d'être au contact des clients, connecté au terrain et au final comprendre. Alors effectivement, comme le dit Sandrine, moi j'accompagne encore quelques clients sur la partie multifamily office, même si je ne gère plus les opérations au quotidien, parce que vous l'avez compris, c'est tellement chronophage que je ne pourrais pas être des deux côtés. Mais c'est vrai que on a la chance d'avoir des bureaux sympathiques dans lesquels les clients aiment bien venir, et donc on aime bien passer les 5 premières minutes avant rendez-vous avec eux, comment ça va. C'est des clients historiques qu'on connaît depuis 18 ans pour certains, par définition, puisque certains sont là depuis le début, donc c'est essentiel de garder le contact, et on aime bien en plus, au-delà de les croiser au bureau, on aime bien les réunir. On aime bien 3 fois par an essayer de les réunir à des moments différents. On fait souvent en début d'année un moment, là typiquement, une réunion sur toute la partie gestion financière. Et là, on fait quelque chose sur les cryptoactifs et l'intelligence artificielle dans l'allocation d'actifs. Donc, des choses un peu modernes. En juillet, on les réunit autour d'une summer party, juste pour le plaisir de les voir et de partager un moment avec eux. Et puis, en fin d'année, on va leur parler souvent d'une thématique d'investissement. Mais voilà, c'est des moments qui sont importants pour nous, en tant que dirigeants d'entreprise, de partager, de sentir le pouls de ce que sont et de ce que ressentent les clients actuellement. Oui, au-delà de ça, on a un vrai sujet dans notre métier qui est un sujet, alors qui va beaucoup te parler, qui est un sujet de pédagogie financière. La difficulté qu'on rencontre souvent, c'est que les personnes qui viennent vers nous ont des décisions à prendre, des choix à faire, à des moments qui sont souvent assez importants dans leur vie, des choix de quand ils se marient, de régime matrimonial, de mode d'acquisition d'un bien, changement d'entreprise, etc. Et en fait, ils n'ont pas la bonne compréhension de l'environnement juridique, fiscal, financier, comptable, etc., pour mesurer pleinement les impacts des décisions qu'ils vont prendre. Et donc, nous, on est là pour les aider à prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Et finalement, on travaille avec des gens qui sont vraiment dans le flou et dont on se rend compte parfois en posant quelques questions simples que même des éléments assez simples en finance sont assez mal compris, assez mal connus. Et notre vision, à Cédric et à moi, depuis le début, c'est de dire qu'on a tous intérêt de travailler avec des gens qui ont une vision plus maîtrisée de l'environnement financier, juridique, fiscal, et que plus nos clients seront éduqués,
plus ils arriveront à prendre des décisions qui seront les bonnes décisions pour eux. Nous, ça ne nous met pas du tout en péril. On ne souhaite pas du tout avoir une asymétrie de connaissances, parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent les bonnes décisions pour eux. C'est intéressant. Et donc, depuis le début, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des soirées où on leur montre un peu les coulisses du métier. Donc, on a fait intervenir des gérants, par exemple, gérants actions, mais aussi des gérants obligataires. On a fait intervenir une chef économiste. On a fait intervenir des fiscalistes. Et en fait, en leur demandant, mais c'est pas de vendre un produit, pas de faire la promotion d'un produit, mais d'expliquer qu'est-ce que c'est mon métier, quand je me lève le matin, comment je décide d'investir dans telle ou telle entreprise, pour que, au fur et à mesure, on amène de la pédagogie une culture financière auprès de nos clients. Parce que souvent, les gens qui viennent nous voir nous disent « Non mais moi, j'y connais rien, ça m'intéresse pas ». Mais l'économie, en fait, on vit dans l'économie, c'est la vie, on est dedans. Donc, on peut comprendre, bien sûr, que tout le monde ne soit pas passionné d'économie ou de finance, mais c'est important quand même d'avoir des bases. Pour pouvoir naviguer, il y a des bases. Et on a une conviction que si les Français étaient mieux éduqués sur ces sujets, on aurait aussi moins d'histoires, comme on en entend régulièrement à la télévision, de gens à qui on promet des rendements qui sont complètement décorrélés de la réalité. Vous êtes en train de prêcher un convaincu. Non, mais je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, mais il nous tient aussi beaucoup à cœur. À titre d'exemple, l'année dernière, on a fait un petit guide qu'on appelait le dictionnaire des gros mots, parce que c'est des gros mots. Des gros mots et des acronymes, on pourrait rajouter entre parenthèses. On a mis des termes aussi bien financiers que des termes juridiques et fiscaux. Quand on parle de démembrement à un client, il faut lui dire que ça ne va pas lui faire mal, que ça n'est pas grave. Voilà, des choses comme ça. Et donc, c'est des sujets sur lesquels, au-delà du plaisir de voir nos clients, parce qu'on fait ce métier parce qu'on aime nos clients, et c'est vraiment ça qui nous drive, on a vraiment envie de leur apporter aussi quelque chose. Et donc, ça passe aussi par ces soirées où on leur fait rencontrer des professionnels et on leur permet de mieux comprendre, aussi sur les thématiques de la finance durable, par exemple. D'autant que notre métier évolue, et puis les concepts d'investissement évoluent. On parle de finance durable, de crypto-monnaie, voilà. Et donc, ça n'existait pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Quand on sait quel est le niveau d'éducation financière sur une action et une obligation, on s'inquiète d'autant plus de ce que peuvent comprendre les gens derrière les mots finance durable et crypto-monnaie. Donc, on a vraiment besoin d'être proche d'eux et de leur expliquer, de leur faire rencontrer des professionnels de chaque sujet, au-delà de notre formation à nous, puisque forcément, finance durable et crypto-monnaie, il y a 15 ans... c'était c'était un concept lointain. Et même la finance durable encore aujourd'hui, réglementairement, c'est encore mouvant. Donc au-delà de nos formations à nous, qui sont importantes et sur lesquelles on apporte beaucoup de soins au sein de l'entreprise, c'est important d'éduquer nos clients. Et c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a une croyance des experts de vouloir s'accaparer la connaissance, comme si en fait c'était ça qui vendait. C'était le fait de connaître qui vendait, et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment les comportements des Français changent, les mentalités changent. Autant avant peut-être qu'on faisait confiance, les yeux fermés à un expert, aujourd'hui les gens ont besoin de comprendre pour prendre des décisions. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'auront plus besoin de l'expert. Ça ne veut pas dire que si j'ai compris quelque chose, que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui m'accompagne de manière beaucoup plus spécifique. Mais en revanche, j'ai besoin de maîtriser les tenants et les aboutissants, j'ai besoin d'avoir une discussion, j'ai besoin de m'éclairer. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a une vraie vertu à faire de l'éducation financière, parce que les gens repartent. En fait, la connaissance, c'est quelque chose... je peux te donner de la connaissance, mais on m'a rien pris à moi. La connaissance, je l'ai toujours, on l'a donnée à l'autre. C'est quelque chose qui se démultiplie à une vitesse folle, et au contraire qui, je pense, construit la confiance pour déconstruire la méfiance qui existe dans le système financier qui est là. Et voilà, donc je pense que c'est super intéressant. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que l'expertise, elle n'est plus seulement dans la connaissance, elle est aussi quand même dans la connaissance, bien sûr, mais elle n'est plus seulement dans la connaissance, mais elle est dans la capacité à coordonner et organiser les connaissances. Et c'est là qu'elle est notre expertise aujourd'hui. C'est d'être capable, pour une même famille, de parler de démembrement, de transmission, de société holding, d'expatriation, et à côté, d'investissement en allocation d'actifs, private equity, coté, non coté, action, pas action, niveau de risque, etc. Et en fait, l'expertise, elle est là, elle est dans la capacité à couvrir l'intégralité. Et puis elle est dans le comment, après, dans la mise en œuvre. Et puis, nous, on veut des clients éclairés, on veut des clients puissants. En fait, il y a cette notion d'empowerment dont on parle beaucoup. Notre métier, notre travail, il consiste à aider nos clients à sécuriser, à être plus forts. Et puis, on travaille sur une matière première, l'argent, qui est quand même assez spécifique. Et puis en France, avec son lot de croyances et un peu sensible de tabous. C'est le dernier tabou, c'est l'ultime tabou.
Mais à quoi ça sert si c'est pas à vous permettre de faire vos projets, de réaliser vos envies, de sécuriser votre environnement? Et donc finalement, c'est ça nous qu'on veut pour nos clients. Et c'est beaucoup plus facile d'y arriver avec des clients éclairés, qui comprennent les impacts. Et finalement, on va être là pour, comme dit Cédric, coordonner, organiser et bien mettre en œuvre tous les éléments pour qu'ils avancent, plutôt que des gens qui avancent dans le noir. Donc je pense que nous, c'est vraiment une conviction très forte que le métier va se professionnaliser et s'améliorer dans son exercice, en même temps que nos clients vont augmenter leurs connaissances. Et moi, je pense qu'on pourra arriver à quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus efficace dans l'accompagnement quand on aura réussi à améliorer un peu et à faire monter en compétences, entre guillemets, nos clients. Et je pense que ce qui est assez positif aujourd'hui, c'est qu'on voit que de plus en plus de personnes s'emparent de ces sujets d'éducation financière, vulgarisent, parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des termes, il y a un jargon, comme dans beaucoup de métiers, mais les notions de base, elles sont parfaitement claires et compréhensibles. Et je trouve que le moment où on rencontre des clients qui souvent ont beaucoup d'angoisse, parce que les décisions financières, souvent derrière, il y a la peur de manquer, il y a la peur d'être en difficulté. Donc, c'est quelque chose qui est très anxiogène. Moi, je trouve que c'est magique le moment où on voit que le client nous dit « Ah, mais c'est génial, j'ai compris, vous m'avez expliqué, je vois où je vais, j'ai une vision. » Et en fait, les gens repartent beaucoup plus rassurés. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très gratifiant dans notre métier. Vous qui accompagnez différentes typologies de clients à travers le cabinet de consolidation de patrimoine et le multifamily office, sur le niveau d'éducation financière, parce qu'on pourrait penser de manière assez directe que vos clients multifamily office qui ont de gros patrimoines ou autres sont peut-être plus éduqués financièrement ou pas nécessairement? Est-ce que vous constatez une différence? C'est une erreur de le penser. Alors, il y a fondamentalement, ce sont d'ailleurs au sein alors pour nous en tout cas au sein du multifamily office, c'est quasi exclusivement des chefs d'entreprise qui ont monté leur société, puis l'ont valorisé et l'ont vendu tout ou partie. Donc ils ont quand même des concepts liés au monde de l'entreprise qui sont maîtrisés. Ils savent ce que c'est que l'investissement. Voilà. En revanche, toute la partie juridique, toute la partie fiscale, et quand on commence à parler d'investissement un peu plus complexe, le niveau d'éducation n'est pas beaucoup plus élevé chez cette clientèle-là. Il y a une capacité à comprendre qui est plus rapide, ça c'est vrai, et donc ça va plus vite. De temps en temps, il faut les suivre d'ailleurs, mais fondamentalement, le niveau d'éducation n'est pas beaucoup plus élevé. Ok, intéressant. Si vous voulez bien, on va faire un petit exercice. Je vous en ai pas parlé juste avant. Il n'y a pas de piège, promis. Ça, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de piège. On n'a pas révisé. Non, il n'y a pas besoin de réviser. C'est ce qu'on appelle le profil investisseur. C'est une toute petite séquence où je vais vous poser quelques petites questions et vous répondez de manière directe. Vous allez voir, c'est très simple. Et je vous invite d'abord, Sandrine, toi, à répondre. Et puis juste en suivant sur la même question. Je vais te demander s'il y avait un buzzer. Il n'y a pas de buzzer, c'est pas un concours. Immobilier ou marché financier, Sandrine? Immobilier. Marché financier. Prudent, équilibré ou dynamique? Dynamique. Dynamique. L'enveloppe favorite pour préparer la retraite? Favorite, j'ai du mal. L'assurance vie. Le private equity. La dernière fois que votre portefeuille, ton portefeuille chacun, a perdu moins 20%? Alors moi je suis pas notre portefeuille, alors je vais laisser Cédric répondre à cette question. Mais j'espère qu'il va me dire jamais, puisque c'est lui qui s'en occupe. Ah, sur un profil dynamique, c'est peut-être possible. Moins 20%, le nôtre, non, je crois pas que ce soit arrivé, 2011 peut-être, mais... Ok. L'investissement dont vous ne pourriez plus vous passer? Le private equity, l'investissement dans des sociétés en direct, oui. Oui, l'investissement, le financement des entreprises, c'est vrai en côté, mais aussi en non-côté. Les actions, je m'en passerai pas. Et quelle est votre position sur les cryptos? On en parlait juste avant que vous aviez fait une réunion. Ma position, c'est qu'il y a plus de Français qui ont acheté des cryptos il y a 2 ans que de Français qui ont acheté des actions. Que c'est donc quelque chose qu'il faut absolument connaître, sur lequel il faut se former et pouvoir accompagner les clients qui ont envie d'en faire. Ça reste un marché qui est en cours de régulation avec MICA et des directives qui essayent d'organiser. Et nous, notre métier, c'est quand même d'accompagner les clients dans des marchés organisés et régulés. Donc, c'est encore un peu émergent. Mais
avec une nécessité de se former et de pouvoir accompagner les clients. C'est vrai qu'il y a un discours de plus en plus institutionnel qui s'installe autour des cryptos, alors peut-être un peu plus avancé aux US que ça ne l'est en Europe avec la réglementation, mais ça reste de plus en plus présent. Est-ce que vous avez, vos clients qui viennent vous voir sur ces sujets-là, qui ont des questions spécifiques sur ces sujets-là? Oui, il y a beaucoup de questionnements. Bizarrement, d'ailleurs, il y a plus de questionnements sur les cryptos que sur la finance durable. Ouais. Mais il y a beaucoup de questionnements. Moi, la position que j'adopterais, c'est que c'est dommage de ne pas en avoir du tout. Il faut quand même être prêt à perdre tout ce qu'on investit, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas où ça va aller précisément. Donc il faut y aller doucement, investir progressivement. Il y a aussi une problématique de plateforme. Aujourd'hui, tout n'est probablement pas complètement sécurisé. Il y a beaucoup de questions. Ceux qui ont déjà commencé à investir nous appellent régulièrement en disant « Alors, les ETF, on a le droit en Europe ou on n'a pas le droit ?» On n'a toujours pas le droit. A priori, ça devrait changer rapidement, mais pour l'instant, on n'a toujours pas le droit. Et effectivement, il y a quand même un appétit sur ces sujets-là. Mais il y a une méconnaissance gênante du système, de comment ça fonctionne, de pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Même nous, on n'est pas vraiment capable d'expliquer aujourd'hui exactement les mouvements. Donc c'est un peu délicat. Donc c'est un sujet sensible, où même nous, en termes de réglementation, on marche un peu sur des œufs. Enfin, maintenant c'est un peu plus clair, mais enfin pendant quelques temps on a un peu marché sur des œufs. Et ça facilite pas la diffusion. Aujourd'hui on sait ce qu'on peut faire. Il y a un statut de PSAN qui est en place, des entreprises qui le prennent, avec lesquelles on peut travailler et autres. Mais ça crée pas une profondeur de solutions accessibles très important. Donc c'est un outil sur lequel j'aimerais bien que dans un an, on soit plus ouvert sur ce qu'on peut faire. Je ne parle pas forcément de nous, Cara Capital et Eden Family Office, mais de ce que l'environnement nous permet de faire. À l'échelle européenne. Parce que je pense qu'on sera plus à même de conseiller sur un environnement global et ouvert. Et je pense que ce serait dommage que l'Europe s'empêche de laisser l'accès à des outils auxquels les Américains ont accès depuis maintenant longtemps. Et après, il y a des sujets en dehors des marchés en tant que marché financier sur lesquels les CGP doivent absolument se former. C'est tous les sujets qui sont autour des cryptos, la conservation, la transmission, la traçabilité, puisque si on ne peut pas tracer et si on ne peut pas avoir la clé pour récupérer les cryptos, en cas de succession, il peut y avoir des pertes énormes, des sujets de fiscalité. Donc il y a tout un environnement de gens, de professionnels très sérieux. Moi, j'en ai rencontré pas mal dans le cadre de mon mandat à la CNCGP, puisque je suis au conseil d'administration sur la commission justement FinTech, avec Vincent Courroyer. Et on a rencontré beaucoup de professionnels dans cet écosystème qui sont des gens très compétents, très professionnels. Et cette partie d'accompagnement, comment sécuriser l'achat de crypto, comment bien déclarer ses plus-values ou ses revenus, comment assurer la transmission, la conservation. Je pense qu'à défaut de dire que tous les CGP doivent conseiller des cryptos, ce n'est pas mon propos, mais c'est hyper important que les professionnels de la place soient formés sur ce sujet pour pouvoir alerter les clients sur ces points-là. C'est vrai qu'il y a un niveau d'éducation financière en plus à rajouter à la finance traditionnelle qui est vraiment sur cet aspect conservation qui est on ne peut plus important. Qui est essentiel. On ne peut plus important, il n'y a plus d'intermédiaire là. Donc, il pourrait y en avoir, mais on peut aussi décider de se les approprier. Merci déjà pour tout ce que vous avez partagé. Moi, j'aimerais parler de l'avenir. On a parlé là des 18 dernières années. Et où est-ce que vous allez là ? Alors, on va... notre envie est de développer vraiment un groupe européen et de pouvoir continuer ce qu'on a initié à faire en ouvrant un bureau en Belgique. Le constat qu'on fait aujourd'hui avec nos clients entrepreneurs, c'est que, en fait, ils n'ont pas une vision cloisonnée. La France, évidemment, la grande partie de nos clients, la grande majorité vit en France, mais souvent ils se marient quelquefois pendant des études à l'étranger, ils investissent à l'étranger ou ils partent développer des entreprises à l'étranger, ils reviennent, ils bougent, et en fait nous notre métier c'est de les accompagner, et donc on a envie de décloisonner notre approche et de pouvoir les accompagner. Alors déjà dans quelques pays européens, donc on est en train de travailler à développer un bureau à Londres. Et dans d'autres pays, on est aujourd'hui encore une petite structure, donc on ne peut pas travailler sur tous les axes en même temps. Mais on a une volonté très claire sur les prochaines années de pouvoir développer l'activité de l'entreprise de telle sorte qu'on puisse
avoir cet accompagnement aussi bien sur les problématiques françaises que sur les problématiques des pays limitrophes. Mais on reste sur une clientèle française expatriée? Alors, pas ou pas nécessairement, puisque en Belgique, nos clients sont des Belges, et il y a beaucoup de choses à faire sur le marché. Et je pense que la vision qu'on porte, Cédric et moi et l'équipe, de l'accompagnement patrimonial, qui est vraiment axé sur le conseil et l'accompagnement. Je pense que c'est une vision en fait, qui a du sens un peu partout, puisque les difficultés qu'on peut rencontrer sur le marché français avec parfois des banques qui sont sorties un peu d'un segment de clientèle qui se retrouve un peu lâché en termes d'accompagnement et de conseil, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de façon plus large au niveau européen, dans certains pays en tout cas. Et donc, pour nous, ça a du sens de pouvoir élargir cette approche sur ces sujets-là. Après, on a beaucoup de sujets aussi qui sont des sujets digitaux, bien sûr, et une ambition de pouvoir continuer à professionnaliser ce métier et prouver que on peut, en étant avec un cabinet qui est indépendant de ses fournisseurs, je veux dire ça comme ça, on peut avoir un niveau de service et d'accompagnement très largement concurrentiel des meilleures banques privées, parce qu'on aura les meilleures compétences en interne pour accompagner nos clients. Et tout ça en étant très attaché à la logique d'architecture ouverte pour la partie investissement. Ça, on est très attentif à ça. Il y a une évolution dans notre marché. Les banquiers ont refermé la logique d'architecture ouverte. Même dans notre métier, certains vont vers des modèles qui seront peut-être un peu moins ouverts. Nous, on va être des vrais défenseurs de l'architecture ouverte. C'est pas parce qu'on atteint une taille et qu'on commence à être international qu'on s'enferme dans des solutions spécifiques. On a des clients qui ont des besoins et il faut qu'on arrive à trouver les solutions qui couvrent ces besoins, même si elles sont toutes différentes les unes des autres. Ça veut dire être très ouvert sur le marché. Là, quand tu dis qu'il y a des choix qui sont faits différemment, vous observez ça sur le marché, qu'il y a un peu plus une concentration vers de l'architecture fermée, c'est ça? On l'observe. Il y a un peu un retour en arrière, parce que j'ai eu l'impression que quand même il y a eu... Enfin, c'est peut-être que mon impression, et je ne suis pas autant dans le milieu que vous. J'ai eu l'impression qu'on allait vers de plus en plus d'architecture ouverte, mais non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Aujourd'hui, on voit des modèles qui, doucement, mais sûrement, vont vers des architectures qui se ferment de plus en plus. Avec des produits maison, des outils maison, des développements de solutions maison. Ça ne veut pas dire 100% fermé, mais de moins en moins ouvert. Mais de moins en moins ouvert, Donc, Et c'est vrai que nous, notre métier, c'est vraiment d'aller chercher les meilleurs dans chaque catégorie pour nos clients et d'ouvrir le monde à nos clients sur la partie financière, immobilière, etc. Et on est très attaché à ça et on est persuadé que les clients sont très attachés à ça. Bien sûr. Donc c'est la voie qu'on continue. C'est le premier niveau, on va dire, d'indépendance, que l'indépendance peut être régulée au sens du statut du conseil, entre je prends des honoraires ou des rétrocessions, mais le vrai premier niveau, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon panier, qu'est-ce que je peux proposer et vers quoi je peux accompagner mon client. Oui, et tu l'as compris, il y a une notion de liberté chez nous à laquelle on est très attaché. Et c'est cette liberté qu'on veut offrir à nos clients, c'est de ne pas les enfermer dans quelque chose. Il y a du talent dans énormément d'entreprises, dans les différentes classes d'actifs, et c'est notre job d'aller chercher ce talent et d'y donner accès à nos clients. Dans votre logique d'internationalisation, vous êtes plus sur un développement en croissance externe aussi, donc vous observez un peu des cabinets qui pourraient être notamment à Londres, un peu les deux. À Londres, pour le coup, c'est les deux. On étudie les deux piliers, à la fois s'implanter et à la fois acquérir. En Belgique, il y a des sujets de recrutement d'équipes pour développer de manière organique et des acquisitions. Après, ça va dépendre des pays. Il y a un pays qui nous intéresse beaucoup et qu'on tâchera d'aborder probablement dans les années qui viennent, qui est la Suisse, où il y a beaucoup de choses à faire. C'est plus la partie multi-family office qui va s'intéresser au sujet. Le faire en essayant de s'implanter sera sûrement difficile. Voilà, donc ça va dépendre un petit peu des pays et des approches. Et puis pour revenir sur ta question, ça va dépendre aussi si on cherche dans un premier temps une clientèle de Français ou tout de suite une clientèle internationale. Typiquement la Suisse, ce sera tout de suite une clientèle internationale. Donc ce sera plus facile de le faire par croissance externe. Oui, bien sûr. Ça paraît logique.
On arrive à la fin de cet échange. Si vous deviez donner un raccourci à ce CGP qui, à 18 ans peut-être, était à votre place et en train de démarrer, vibre les mêmes valeurs que vous de conseil, il y en a de plus en plus, de gens qui ont vraiment envie de faire vivre cette énergie du conseil et de l'intérêt client. Ce serait quoi le conseil à donner à ce jeune CGP qui démarrait, qui voudrait se lancer en indépendant? Il faut beaucoup... C'est un métier qui est long, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est long, le développement organique. On est dans du B2C, ça prend du temps. Et c'est donc de ne pas compter ses efforts, d'aller ouvrir toutes les portes possibles, de rencontrer le maximum de gens, travailler beaucoup avec des professions adjacentes ou proches des nôtres, comme les experts comptables, les avocats, parler, expliquer quelle vision on a du métier. Et puis, ne jamais rien lâcher. Je pense qu'on est vraiment la preuve avec Cédric que même quand on démarre de façon très difficile, on peut y arriver. Et je pense que c'était vrai il y a 18 ans. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, même si j'entends qu'il y a plus de réglementation, il y a plus de contraintes. Mais en réalité, c'est un faux problème. C'est un métier où si on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, on arrive à travailler. Après, on peut se rapprocher aussi parfois quand c'est un petit peu difficile d'associations, de groupements. Il y a des formes très différentes pour pas rester seul. C'est vrai qu'une chance qu'on a eue, je pense, tous les deux, c'est d'être deux. Et d'être complémentaires. Et puis quand il y en avait un qui avait un petit coup de mou, l'autre était là. La difficulté, parfois, c'est d'être tout seul. Moi, je rencontre beaucoup de CGP qui sont tout seuls au début. Et quelquefois, ne serait-ce que se dire on est 2 ou 3 et on échange régulièrement et on se voit régulièrement pour partager un peu les coups de mou, les difficultés rencontrées. Ça, je pense que c'est important qu'il y ait de la solidarité entre les CGP et qu'on s'entraide les uns les autres, parce qu'on a tout intérêt à ce que ce secteur s'organise et qu'il y ait de plus en plus de professionnels qui travaillent bien. Donc peut-être pas rester seul non plus, complètement. Et moi, je lui dirais, n'aie pas de certitude, mais sois fort sur tes convictions. Je pense que les certitudes, ça enferme, alors qu'en fait, il faut se remettre en question en permanence. C'est un métier où il faut tout le temps se remettre en question, parce que chaque client a un besoin différent, et donc chaque client vous impose de réfléchir différemment. Et puis l'évolution du système financier et économique mondial aussi, ça va très vite. En revanche, il faut être très fort sur ses convictions et ses valeurs. Voilà. En quoi tu crois, qu'est-ce que tu as envie de faire, pourquoi tu fais ce métier, et tiens-toi à ça, sois fort sur tes convictions. T'enferme pas dans des idées en particulier ou des produits en particulier, et tu vas réussir. En lien avec vos valeurs, vos convictions qu'on ressent très fortes quand on échange avec vous, là, vous avez pas réfléchi à un moment de développement par groupement, ou c'est des choses que vous avez explorées, de pouvoir accompagner des cabinets indépendants à votre méthode, j'ai envie de dire, ou en tout cas de se connecter à votre vision? Non, on n'a pas. Alors, par la croissance externe, c'est un peu ça. Oui, évidemment, il y a deux modèles de croissance externe. Il y a ceux qui vont partir à la retraite, puis il y a ceux qui nous rejoignent pour accompagner le projet. Donc, il y a un peu de ça. En revanche, créer une forme d'incubateur, si l'idée est celle-là, c'est vrai qu'on n'y a pas aujourd'hui réfléchi. On s'est impliqué dans la vie de notre métier. Sandrine disait tout à l'heure être administratrice à la CNCGP. Moi, j'ai été président de la Boétie Patrimoine, qui est un des plus beaux et plus vieux groupements d'ailleurs de la profession. Donc, on accompagne un peu la profession, et donc on partage avec les autres, et donc on partage ce qu'on fait et comment on le fait, quelles sont nos valeurs et notre façon d'avancer. Donc, on a un peu cette façon-là de donner, entre guillemets, de partager en tout cas avec les confrères. De là à incuber, non, je crois que c'est pas aujourd'hui dans nos prévisions. Peut-être demain, on se reparle dans 5 ans. On verra, le propre de l'entrepreneur, c'est de s'adapter, d'évoluer. Exactement, je pense que vous avez déjà une belle uniquement des convictions. Exactement. On va rester sur cette dernière phrase. Un grand merci à vous deux pour cet échange. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Eh bien, Boulevard Haussmann, 85 Boulevard Haussmann à Paris. Donc ça, c'est l'adresse. Vous avez un site web, j'imagine, à la fois pour le Family Office. Exactement, chaque structure a son site web, Cara Capital, Eden Family Office. Et puis bien sûr, LinkedIn. Vous êtes présent sur le réseau ? Oui, on est présent beaucoup. C'est beaucoup un sujet RH pour nous, LinkedIn, plus qu'un sujet de développement client. Mais ça nous permet de... Et puis, un sujet un peu d'éducation financière. On essaye de poster régulièrement
des infos. On a par exemple un format qui s'appelle le 1560 secondes. Okay. L'idée, c'est de dire 30 secondes toutes les semaines. Dans une année, ça fait 1560 secondes. Et on donne 4 grands chiffres sur ce qui s'est passé la semaine dernière, sur les marchés financiers, l'économie, voilà. Et donc, c'est un peu de pédagogie financière rapide. Si chacun consacre les 30 secondes, il sera un peu plus éduqué. Oui, mais je crois à ça, la culture financière, c'est du goutte à goutte, ça fonctionne progressivement. On commence à s'exposer par petites doses, parce que des fois la marche est trop grande quand on veut vraiment rentrer, par petites doses, et puis au bout d'un moment on se rend compte qu'on a une culture financière qui s'est construite. Exactement. Un grand merci à vous, Guillaume. On mettra tous les liens en description. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt, merci Guillaume. Bonne fin de journée.